Une femme raciste insulte un soldat noir dans un avion, mais quand elle regarde les nouvelles le lendemain, elle se rend compte qu'elle a fait une énorme erreur. La salle d'attente de l'aéroport international O'Hare de Chicago était déjà pleine de voyageurs agités par une matinée pluvieuse et venteuse de novembre. Les annonces régulières perçaient le faible bourdonnement des conversations, rappelant aux passagers de vérifier leurs portes, de surveiller leurs effets personnels ou de noter les changements d'horaire de dernière minute. Sous les lumières fluorescentes, un mélange divers de personnes, familles avec poussettes, professionnels en costume, étudiants avec des sacs à dos convergeait vers les portes d'embarquement. Le vol pour Atlanta, initialement prévu à 9 heures, avait été retardé, suscitant le mécontentement de nombreux passagers. Au centre d'un groupe de voyageurs de première classe se trouvait Julia Prescott, une cadre d'entreprise dans la trentaine, vêtue d'un blazer gris sur mesure et d'une jupe crayon. Ses cheveux blonds étaient attachés en arrière avec une barrette argentée, et ses escarpins noirs frappaient anxieusement le sol. Habituée à obtenir ce qu'elle voulait d'un claquement de doigts, Julia affichait une frustration manifeste. Elle se rendait à une conférence de gestion importante où elle comptait impressionner et décrocher une promotion de haut niveau. En vérifiant son téléphone, inondé de messages urgents, Julia essaya de dissimuler son impatience. Finalement, une annonce crépitante informa que les passagers de première classe pouvaient embarquer. Soulagée, elle s'échappa du chaos de la salle d'attente, serrant son sac à main de marque et un fourre-tout contenant son ordinateur portable et des dossiers. Une fois dans l'avion, elle rejoignit la cabine de première classe, une bulle confortable de sièges larges et de flûtes à champagne, et s'installa à son siège 2A. Quelques instants plus tard, un homme noir imposant, vêtu d'un uniforme militaire impeccable, entra dans la cabine, cherchant son siège. Son badge indiquait D. Parker. Il salua poliment Julia avant de s'asseoir à côté d'elle, au siège 2B. Les yeux verts de Julia scintillèrent d'agacement. Malgré un sourire forcé, elle laissa transparaître un mélange de jugement silencieux et de mépris. Quand une hôtesse remercia le sergent pour son service, Julia ne put réprimer un soupir agacé. Elle se justifia intérieurement, « Je ne suis pas raciste », se vantant souvent d'être daltonienne. Pourtant, dans des moments comme celui-ci, son sentiment de privilège lui faisait éprouver une rancune sourde envers ceux qu'elle jugeait indignes. Daniel, assis à côté d'elle, sortit une photo de sa fille, Kayla, un sourire radieux illuminant son visage sur l'image. Julia ne put s'empêcher de commenter d'un ton distant. « Mignonne, c'est votre fille ?»« Oui, madame », répondit-il avec un sourire. « Elle doit être fière que son père porte l'uniforme », lança Julia avec une pointe de sarcasme. « Vous rentrez chez vous après votre service ? » « Non, je vais à Atlanta pour la voir », répondit Daniel simplement. Julia, irritée par la réponse concise, murmura d'un ton acerbe. « Ça doit être agréable d'être surclassé. Vous êtes en première classe, n'est-ce pas ? » Daniel, la mâchoire serrée, répondit calmement. « J'ai payé pour ce siège, madame. Je ne cherche pas de faveur. » Cette remarque fit monter une bouffée de colère en Julia, bien qu'elle s'efforçât de dissimuler son irritation derrière un masque d'indifférence. Au milieu du vol, Julia ne put s'empêcher de lancer un dernier pic. « Les gens ne se lassent-ils jamais de vous remercier juste parce que vous portez un uniforme ? » Daniel, visiblement affecté, répondit avec dignité. « Je n'attends rien de spécial, madame. Mais si ma présence dérange, je peux m'arranger pour ne pas profiter des avantages qui vous posent problème. » Julia se renfrogna, son agacement mêlé à une pointe de honte qu'elle ne voulait pas reconnaître. Le lendemain matin, alors qu'elle regardait les nouvelles, Julia découvrit un reportage sur le sergent Parker. Il avait récemment sauvé plusieurs vies lors d'une mission humanitaire à l'étranger et rentrait aux États-Unis pour voir sa fille malade, hospitalisée à Atlanta. En voyant cela, une vague de culpabilité l'envahit, révélant à quel point ses jugements avaient été injustes. Julia sentit une boule se former dans sa gorge alors que son esprit tournoyait. L'image de Daniel, digne et stoïque, contrastait violemment avec la honte de ses propres actions et pensées. Elle ferma les yeux, essayant de se rassurer, « Je ne pouvais pas savoir. Ce n'est pas ma faute. » Mais la justification sonnait creuse. Elle se souvenait des regards de Daniel, de la douleur contenue dans ses yeux, et surtout de son calme malgré ses remarques piquantes. En retournant à la salle de conférence,
elle trouva difficile de se concentrer sur les félicitations et les discussions animées. Ses pensées revenaient toujours à Kayla, à cette petite fille qui se battait pour sa vie dans un hôpital, et à son père, un homme qu'elle avait injustement jugé et méprisé. Cette nuit-là, dans le calme impersonnel de sa chambre d'hôtel, Julia alluma son ordinateur portable. Elle hésita un moment, son doigt flottant au-dessus des touches. Finalement, elle tapa le nom de Daniel dans la barre de recherche et trouva rapidement la page de collecte de fonds pour Kayla. En lisant les messages de soutien laissés par des inconnus, Julia sentit les larmes monter. « Je suis meilleure que ça », pensa-t-elle. Sans réfléchir davantage, elle fit un don substantiel, assez pour couvrir une grande partie des coûts manquants. Anonyme, bien sûr. Alors qu'elle cliquait sur « Confirmer », un sentiment nouveau la submergea, un mélange de soulagement et de rédemption. Le lendemain, alors qu'elle se préparait à quitter Atlanta, Julia remarqua un message sur la page de collecte de fonds. C'était une mise à jour de Daniel, exprimant une profonde gratitude envers tous ceux qui avaient contribué. Il expliquait que grâce à un don inattendu et généreux, Kayla pourrait maintenant recevoir la chirurgie dont elle avait désespérément besoin. Julia sourit faiblement, ses pensées tourbillonnant entre regret et satisfaction. Peut-être qu'elle ne pourrait jamais effacer les mots qu'elle avait prononcés, ni la froideur qu'elle avait affichée, mais elle pouvait, à sa manière, essayer de faire ce qui était juste. Alors que l'avion de retour décollait, Julia regarda par le hublot, réfléchissant à la manière dont des moments simples peuvent dévoiler les vérités les plus profondes. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à affronter ses préjugés, à remettre en question les récits qu'elle s'était racontés sur elle-même et les autres. Après tout, il n'était jamais trop tard pour changer. Julia se tenait là, la gorge serrée, réalisant combien cette rencontre remettait en question tout ce qu'elle avait toujours cru. Kayla, avec sa fragilité et sa force évidente, avait déclenché une fissure dans la carapace émotionnelle que Julia avait bâtie au fil des ans. Elle tenta de trouver les bons mots, mais ce fut Daniel qui brisa le silence. « Je ne sais pas ce qui vous a amené ici, mais, merci, murmura-t-il, son ton plus doux qu'elle ne l'avait mérité. Kayla apprécie toutes les prières et les pensées positives. Julia hocha la tête, incapable de répondre immédiatement. Après un moment, elle prit une profonde inspiration. « Je suis venue parce que je devais m'excuser, Daniel. Dans l'avion, j'ai dit des choses horribles, des choses que je regrette profondément. Je me suis trompée à votre sujet, et je m'en rends compte maintenant. » Daniel sembla surpris par la sincérité de ses paroles. Il inclina légèrement la tête, réfléchissant à sa réponse. « On vit tous des moments où on juge trop vite, dit-il doucement. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait après avoir reconnu nos erreurs. » Julia sentit une chaleur inattendue dans ses paroles. Pour la première fois, elle se sentit acceptée, non pas pour ce qu'elle montrait au monde, mais pour l'effort qu'elle faisait pour changer. Elle se tourna de nouveau vers Kayla, qui luttait pour rester éveillée mais souriait toujours faiblement. Julia se baissa à son niveau et lui prit doucement la main. « Tu sais, Kayla, tu es une inspiration. Je veux que tu saches que beaucoup de gens, même ceux que tu ne connais pas, croient en toi. » Kayla hocha légèrement la tête, ses yeux se fermant lentement. « Merci, murmura-t-elle avant de sombrer à nouveau dans le sommeil. Julia resta un moment silencieuse, observant le calme relatif de la chambre. Elle se tourna finalement vers Daniel. « Si je peux faire quoi que ce soit d'autre, dites-le-moi. » Daniel répondit avec un sourire fatigué mais sincère. « Vous avez déjà fait plus que je ne l'aurais espéré. Merci. » Alors que Julia quittait l'hôpital, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Cette rencontre avait transformé quelque chose en elle. Elle comprenait maintenant que sa vie ne pouvait pas simplement se résumer à des chiffres, des présentations et des réussites superficielles. Il y avait des gens, des histoires, et des moments qui méritaient qu'on s'y attarde. De retour dans sa voiture, Julia contempla l'horizon d'Atlanta. Pour la première fois, elle se sentit prête à embrasser une nouvelle perspective, à regarder le monde avec plus de compassion et moins de jugement. « Il n'est jamais trop tard », se murmura-t-elle en démarrant le moteur, déterminée à vivre selon cette vérité. Elle avait enterré ses émotions derrière une carapace rigide. Julia regarda Daniel qui essuyait doucement la sueur sur le front de Kayla. Une fois que Kayla s'était rendormie, Daniel se tourna vers Julia. « J'apprécie que tu sois venue, »
dit-il doucement, mais je ne comprends toujours pas ce qui t'a fait changer d'avis. Julia sentit une rougeur monter, teintée de honte. J'ai vu le reportage sur toi et Kayla, dit-elle à voix basse. Je me suis souvenu à quel point j'avais été horrible dans l'avion. J'ai réalisé que mes actions étaient blessantes et alimentées par l'ignorance. L'expression de Daniel resta sur la défensive. Tu étais vraiment dur, concéda-t-il, mais je suppose que c'était ton choix. Je ne mentirai pas, ça fait mal de voir quelqu'un si prêt à me renvoyer comme si je n'avais pas gagné ma place, juste parce que je suis un soldat noir. La gorge de Julia se serra. Je sais, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne te demanderai pas de me pardonner tout de suite, mais j'ai donné de l'argent pour la collecte de fonds de Kayla parce que je voulais commencer à faire amende honorable. Je sais que l'argent ne peut pas tout réparer, mais je devais faire quelque chose. Daniel la fixa pendant plusieurs secondes, étudiant son visage. Finalement, il hocha la tête. Je l'apprécie, admit-il, mais la vie de Kayla n'est pas un chèque que tu peux simplement écrire. Je me bats pour elle tous les jours, mais je reconnais que tu essaies, et cela signifie quelque chose. Julia baissa la tête, ces mots résonnant dans son esprit. Il avait raison, elle ne pourrait jamais défaire son attitude blessante en un instant. Une véritable transformation nécessiterait un effort soutenu. Dans les jours qui suivirent, Julia s'impliqua davantage dans l'histoire de Kayla, bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Malgré ses obligations professionnelles lors de la conférence, elle passa des moments à l'hôpital, apportant des livres de coloriage, des histoires pour enfants ou de petits animaux en peluche. Elle essaya de distraire Kayla avec des blagues idiotes ou des anecdotes de son propre passé. Peu à peu, Kayla s'ouvrit davantage à elle. Le don initial de Julia suscita une vague d'intérêt, et le total de la collecte grimpa alors que certaines connaissances professionnelles de Julia se joignaient à l'effort. Pourtant, Julia se rendit vite compte que l'argent ne suffirait pas. Daniel avait besoin d'aide pour naviguer à travers les complexités de l'assurance, gérer la paperasse hospitalière et organiser des seconds avis. Bien que Daniel ait hésité au début, il finit par accepter. « Tu ne nous dois pas ton temps », avait-il dit en jouant avec une alliance suspendue à une chaîne autour de son cou. « Mais si tu veux vraiment aider, je ne dirai pas non. » Julia se plongea dans la tâche avec le même zèle organisationnel qu'elle consacrait à ses projets professionnels. Elle découvrit que la meilleure chance pour Kayla résidait dans un chirurgien spécialisé en malformations congénitales rares. Cependant, la liste d'attente pour ce chirurgien était terriblement longue. Un après-midi ensoleillé, Julia sortit de l'entrée principale de l'hôpital, son téléphone à l'oreille. Elle appelait un contact influent supervisant les approbations médicales spéciales. Autrefois, elle aurait utilisé ses connexions pour son propre gain personnel. Maintenant, elle ressentait un besoin urgent d'aider Kayla. Ce soir-là, elle croisa Daniel dans le couloir. Il avait l'air épuisé mais lui offrit un sourire las. Kayla a eu un après-midi difficile, mais elle est à nouveau stable, dit-il en s'arrêtant pour la regarder. Je te vois courir partout, passer des appels, ignorer tes obligations d'entreprise pour nous. Pourquoi fais-tu ça, Julia ? Elle prit une profonde inspiration. Parce que je me suis rendu compte que tu en vaux la peine, dit-elle doucement. Kayla aussi. Pas parce que tu es un soldat ou parce que je me sens coupable, mais parce que vous êtes des êtres humains qui méritent d'être aidés. Les jours se transformèrent en une semaine, et finalement, le chirurgien spécialisé accepta de faire remonter le cas de Kayla dans la liste des priorités. Le jour de l'opération arriva dans un tourbillon d'anxiété et d'espoir fragile. Julia attendit avec Daniel et quelques proches dans un salon familial, priant silencieusement pour Kayla. Enfin, un chirurgien apparut, l'air fatigué mais soulagé. « La procédure s'est bien déroulée », annonça-t-il. « Nous avons réparé le défaut. Même si elle aura besoin d'une surveillance étroite, le pronostic est prudemment optimiste. » Un soupir de soulagement collectif balaya la pièce. Daniel enfouit son visage dans ses mains, les épaules tremblantes de gratitude. Julia sentit les larmes couler sur ses joues. Elle toucha doucement le bras de Daniel, qui leva les yeux et la serra brièvement dans ses bras. Dans les jours qui suivirent, alors que Kayla entamait sa convalescence, Julia continua de lui rendre visite, apportant des collations et des petits cadeaux. Mais ce qu'elle apportait de plus précieux, c'était une présence sincère,
preuve qu'elle avait enfin compris ce que signifiait vraiment l'empathie. Elle s'asseyait au chevet de Kayla et lui lisait des histoires avant de s'endormir, pendant que Daniel allait prendre un café ou s'enregistrer auprès du personnel médical. Kayla récupérait peu à peu son énergie et plaisantait en disant que Julia était l'amie adulte la plus cool de tous les temps. Cette simple étiquette réchauffait le cœur de Julia comme aucune distinction professionnelle ne l'avait jamais fait. Pendant ce temps, les médias continuaient à couvrir l'histoire de Kayla. Les chaînes locales et même quelques segments nationaux s'intéressaient aux lacunes de l'assurance médicale pour les familles de militaires. Une courte interview vidéo montrait Julia aux côtés de Daniel, décrivant l'afflux de dons et le processus complexe pour obtenir les soins nécessaires pour Kayla. Certains observateurs spéculaient sur un possible angle romantique entre eux, mais la vérité était plus simple et plus profonde, ils avaient appris à se respecter et à prendre soin l'un de l'autre, construisant un lien qui transcendait leur rencontre tumultueuse dans l'avion. La transformation de Julia ne s'arrêta pas aux portes de l'hôpital. Elle commença à confronter d'autres préjugés qu'elle avait nourris au fil des ans. Elle chercha un conseiller pour examiner ses biais, se rappelant comment elle avait grandi dans un quartier aisé à majorité blanche, où des préjugés racistes subtils, mais persistants, teintaient les conversations. Elle reconnut que ses idées avaient façonné sa vision du monde, y compris ses réactions initiales à Daniel Parker. Bien que ce soit inconfortable, elle accepta la nécessité d'apprendre et de désapprendre, déterminée à ne plus jamais infliger ce genre de blessure à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la santé de Kayla continuait de s'améliorer. Une étape importante fut atteinte lorsqu'un cardiologue pédiatrique la déclara prête pour une sortie partielle. Le jour où Kayla quitta l'hôpital, portant des baskets lumineuses qui s'allumaient à chaque pas, elle donna à Julia un câlin sincère. « Merci de m'avoir aidée, mademoiselle Julia », dit-elle avec une spontanéité désarmante. « J'espère que vous viendrez quand même me voir, même si je ne suis plus à l'hôpital. » La gorge de Julia se serra. « Je te promets que je le ferai, » murmura-t-elle, retenant ses larmes. Daniel, qui aidait Kayla à s'installer dans un fauteuil roulant pour les dernières formalités, se tourna vers Julia et lui parla doucement. « Je ne pourrai jamais te rembourser pour tout ce que tu as fait. Je sais que tout a commencé par un don, mais tu es allé bien au-delà. Tu as été là pour te battre à mes côtés. Je ne l'oublierai jamais. » Julia le regarda, émue. Cet homme qu'elle avait autrefois traité avec tant de mépris. Elle lui offrit un sourire tremblant. « Continue à me laisser faire partie de la vie de Kayla, » dit-elle doucement. « C'est tout le remboursement dont j'ai besoin. » Dans le mois qui suivit, Julia sentit qu'elle émergeait de ses propres ténèbres. Kayla s'adapta à son nouveau traitement, retrouvant des fragments d'une enfance normale, lire, dessiner, ou même faire de courtes promenades dans le parc avec Daniel. Julia resta impliquée, coordonnant des repas, des visites, ou parfois se contentant d'être là pour discuter. Pour Julia, le monde de l'entreprise, qui avait autrefois défini son identité, semblait maintenant bien moins épanouissant. En comparaison, les changements tangibles qu'elle faisait dans la vie de Kayla avaient bien plus de valeur. Inspirée, elle commença à faire pression pour des initiatives philanthropiques dans son entreprise, plaidant pour que leurs ressources soutiennent des enfants ayant des besoins médicaux spécifiques. Impressionnée par sa passion, la direction lui offrit le rôle de responsable d'un nouveau programme de responsabilité sociale. Julia accepta, reconnaissante de cette opportunité qu'elle n'aurait jamais envisagée avant de rencontrer Daniel et Kayla. Un soir d'automne, 3 mois après l'opération de Kayla, Julia fut invitée à un barbecue chez la tante de Daniel, en périphérie d'Atlanta. La maison, modeste mais chaleureuse, avait une grande cour où Kayla riait avec ses cousins, s'arrêtant parfois pour reprendre son souffle, consciente de son cœur encore fragile. La famille élargie de Daniel accueillit Julia à bras ouverts. Pour la première fois de sa vie, elle était la seule personne blanche présente, mais elle ne se sentait pas étrangère. Elle ressentait la gratitude rayonner autour d'elle. Assise à une table de pique-nique, grignotant une salade de pommes de terre, elle observait Daniel montrer à Kayla comment lancer un ballon de football en mousse. Kayla essaya, mais le ballon vacilla. Elle éclata de rire, si fort qu'elle dut tenir sa poitrine, inquiète de sa cicatrice. Daniel guida doucement ses bras pour un autre lancer, et cette fois, le ballon vola un peu plus loin. Leur rire remplissait la cour. Julia ferma les yeux un instant, inspirant l'odeur de la fumée de charbon de bois et de l'herbe fraîchement coupée.
Elle se rappela comment tout avait commencé, ses remarques haineuses dans l'avion, ses suppositions injustes sur un soldat noir en première classe. Si elle n'avait pas pris ce vol, si elle n'avait pas lu cet article, où en serait-elle aujourd'hui? Plus tard, alors que le ciel s'assombrissait et que des lucioles dansaient dans l'air, Kayla vint s'installer à côté de Julia. « Mademoiselle Julia, on peut lire une histoire ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Bien sûr », répondit Julia, sortant de son sac une collection de contes de fées. Sous la douce lueur du porche, Julia lut des histoires de princesses courageuses et de chevaliers loyaux. Kayla écoutait attentivement, appuyant sa tête contre le bras de Julia. Daniel, debout à proximité, croisa le regard de Julia et murmura silencieusement un « merci ». À cet instant, Julia sentit les derniers fragments de son ancien moi se dissoudre. Elle avait enfin compris ce que signifiait vraiment le changement, un lien entre un soldat dévoué, une petite fille courageuse, et une femme confrontée à ses propres démons, prête à bâtir un avenir meilleur. Dans les années suivantes, Kayla continua son rétablissement, lent mais régulier, chaque examen donnant des résultats améliorés. Julia partageait son temps entre son rôle en entreprise, désormais axé sur les efforts philanthropiques, et le bénévolat auprès de diverses organisations soutenant les familles militaires et les enfants nécessitant des soins spécialisés. Elle devint une voix engagée, plaidant contre les inégalités systémiques, déterminée à s'attaquer non seulement à ses préjugés personnels, mais aussi aux facteurs sociétaux plus larges qui poussaient des personnes comme Daniel Parker à lutter pour obtenir de l'aide. La culpabilité qui rongeait autrefois Julia se transforma progressivement en une motivation douce et persistante à faire mieux, pour Daniel, pour Kayla et pour d'innombrables autres qu'elle ne rencontrerait jamais. Bien qu'elle ne puisse jamais réécrire les mots cruels qu'elle avait prononcés dans cet avion, elle espérait que ses actions, avec le temps, parleraient plus fort. Daniel, Kayla et Julia formèrent une sorte de famille non conventionnelle, liée non pas par le sang, mais par la gratitude et par le choix de se soutenir mutuellement dans les tempêtes les plus difficiles de la vie. Ainsi, une attribution de siège sur un vol surbooké, autrefois une rencontre marquée par des préjugés et du mépris, devint le début d'une puissante histoire de rédemption, de compassion et d'humanité partagée. Cette histoire est la preuve que même nos pires pulsions peuvent être surmontées par les plus simples vérités, l'empathie, l'honnêteté et la volonté de changer.